Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui porte sur le chapitre 5, notion d'hydrogéologie. Nous allons voir dans cette vidéo les caractéristiques physico-chimiques du réservoir et notamment la morphologie et l'interconnexion des vides, les différents types de porosité, l'étude granulométrique et les surfaces spécifiques. Nous allons voir les types d'eau, l'eau gravitaire et l'eau de retention dans les différents types de l'eau contenue dans les réservoirs naturels. Les caractéristiques physico-chimiques du réservoir. La mobilité de l'eau dans le réservoir rocheux est provoquée par l'action de la force de la gravité dans les aquifères à nappe libre ou bien par expulsion et décompression des aquifères à nappe captive. Donc, ici, c'est par la force de gravité qui fait baisser l'eau qui s'infiltre dans la formation poreuse par expulsion ou bien par décompression. Alors, l'eau souterraine mobile s'emmagasine et circule dans les vides du réservoir. Donc, sous l'effet de ces forces, l'eau se déplace dans les vides des formations géologiques, d'où l'importance de l'étude de ces vides. L'étude porte généralement sur la morphologie et l'interconnexion de ces vides. La compréhension de ces paramètres aide à choisir le meilleur matériel de prélèvement et de captage de ces eaux. Donc, elle aide à optimiser l'exploitation de l'aquifère. L'étude de la porosité des formations géologiques porte sur leur nature, leur dimension et leur interconnexion. Alors, on distingue trois types de vides dans ces porosités. Les porosités d'interstices, les porosités de fissures et les porosités de chenaux. Alors, commençons par les porosités d'interstices. C'est celle des formations meubles, graviers, sable, silt ou des roches solides non encore complètement colmatées. Les pores doivent être interconnectés. Les interstices sont les espaces compris entre les grains, entre les éléments qui forment la formation géologique. Ils diffèrent selon la granulométrie, mais ils diffèrent aussi entre les particules fines et les particules grossières, entre la granulométrie uniforme ou bien la granulométrie variée. Ils diffèrent aussi selon la forme des grains. Elle est beaucoup plus grande dans des grains, dans des formations à grains anguleux que dans des formations à grains arrondis où la compaction est plus importante ou bien où le vide est moins important. Donc, ce type de porosité peut disparaître par cimentation des grains comme chez les grès. Alors, la porosité des fissures, c'est celle des roches compactes fracturées. Elle est due aux fractures tectoniques, au plan de stratification, au plan de schistosité et à toutes les fissurations issues de la désagrégation mécanique des roches. Généralement, les roches compactes, ils ont initialement des fissures même à l'échelle microscopique, mais la désagrégation mécanique a multiplié, élargir et amplifier les fissures qui constitueront des vides par où l'eau peut circuler. Ensuite, nous avons la porosité des chenaux. Elle est causée par la dissolution qui amplifie et élargit les fractures des roches solubles sous l'effet des solvants. Donc là aussi, c'est un milieu de roches compactes, fissurées, mais ici, les roches sont solvables par un solvant. L'eau circule dans les fissures, il les dissout, il les élargit en cavités de plus en plus grandes jusqu'à atteindre des dimensions énormes, où l'eau va couler en chenaux chaque fois qu'il y a des précipitations, d'où l'appellation de porosité de chenaux. Alors, morphologie du milieu poreux, du milieu où les pores sont comprises entre les éléments. Les pores sont des vides de forme plus ou moins sphérique, de petites dimensions de l'ordre de grandeur millimétrique, ménagés entre les grains solides ou les grains constituant le réservoir. Les grains ne sont jamais jointifs. Donc, les pores sont des vides plus ou moins circulaires, compris entre les grains. Et l'eau va circuler dans ces vides-là. Par endroits, les grains sont tellement rapprochés que l'eau est arrêtée par des forces de capillarité, parce que les joints entre les grains sont tellement petits que l'eau ne peut pas circuler. Et les pores doivent être interconnectés pour que l'eau puisse circuler. Alors, dimension des éléments. La dimension des vides sont étroitement liées à celle des grains, ou bien des éléments qui composent la formation rocheuse, dont la mesure est plus directement accessible. Les diamètres des grains des roches meubles perméables s'étalent dans une gamme de 20 microns à 16 mm pour un gravier, 20 microns pour un sable très fin.
Les milieux dont les diamètres sont de l'ordre de grandeur micrométrique sont des milieux dits imperméables, où l'eau ne peut pas circuler parce qu'elle est retenue par des forces capillaires ou des forces moléculaires. Alors, la liaison entre les différents pores, donc les pores communiquent entre eux dans le sens de l'écoulement de l'eau souterraine. Il permet le déplacement de l'eau suivant des trajectoires plus ou moins compliquées du courant. Donc, entre les grains, l'eau va couler en suivant les pores qui doivent communiquer entre eux pour que l'eau puisse couler. S'il n'y a pas d'interconnexion, l'eau ne peut pas couler. Cet agencement est une des conditions de base pour la validité des lois hydrodynamiques souterraines. C'est-à-dire que si on a une formation géologique qui est poreuse, elle n'est pas automatiquement perméable. Par exemple, la pierre ponce volcanique qui renferme un grand nombre de vides, mais il n'y a pas d'interconnexion entre ces vides. C'est ce qu'on appelle une porosité primaire. Alors, cette porosité primaire liée à la roche ne permet pas la circulation libre de l'eau. Parce que c'est une roche qui est imperméable. D'ailleurs, elle est utilisée dans beaucoup de travaux de construction justement pour sa légèreté et son imperméabilité. C'est pourquoi il ne faut pas confondre porosité et perméabilité. La porosité est la propriété du réservoir à stocker de l'eau souterraine. La perméabilité est son aptitude à permettre son écoulement. Alors, morphologie des vides en milieu fissuré. Les fissures sont des fentes de forme allongée à ouverture plus ou moins large. La fissuration est un phénomène naturel qui est essentiellement mécanique. Ces fissures sont classées selon leurs dimensions en deux types. Les microfissures dont l'ouverture est de quelques dixièmes de millimètre, les macrofissures à ouverture supérieure à quelques millimètres. Morphologie des vides en milieu de chenaux. Les fissures peuvent être amplifiées chimiquement et s'élargir par dissolution des roches solubles par des solvants et donner des vides plus larges. Exemple, les roches à comportement karstique. Les roches à comportement karstique, on a les calcaires. Ici, les calcaires sont soumis à une dissolution. Les fissures initiales sont par la suite reprises par la dissolution. Ils vont être élargis et deviennent des chenaux, d'où l'appellation de porosité de chenaux. L'étude granulométrique. Une roche détritique poreuse est constituée d'un assemblage de grains. Leurs caractéristiques géométriques, leur répartition et leur disposition vont déterminer le type de réservoir. L'analyse granulométrique a pour but la mesure des diamètres des grains par les paramètres granulométriques, ce qui permettra de déterminer la granularité des éléments et en déduire les tailles des pores. Donc, les intérêts de l'analyse granulométrique des formations réservoirs est de procéder à l'équipement technique adéquat des puits et des sondages. Pourquoi? Parce que les tailles des vides nécessitent des forces importantes pour puiser et qui se trouvent entre les grains. Et donc, connaître la taille du vide permet d'utiliser le matériel adéquat pour aspirer cette eau. C'est une opération importante qui permet de déterminer les fractions granulométriques et de calculer les paramètres granulométriques, d'accéder aux caractéristiques des vides par celles des grains et de classer quantitativement les roches meubles. Alors, la première opération est donc l'établissement des classes granulométriques par le tamisage. L'un des traitements statistiques est la courbe granulométrique cumulative qui va permettre de dégager des paramètres utilisables dans la caractérisation des pores des réservoirs. La courbe cumulative correspond donc à la répartition en proportion des différents éléments qui constituent la roche aquifère, de l'ordre de 0,05 mm jusqu'à 5 mm. Et cette courbe va nous permettre de dégager un certain nombre de paramètres qui vont caractériser les vides existants entre ces éléments. Alors, une première grandeur caractéristique est le diamètre X, obtenu à partir de la valeur de 10%. Donc, en dessous de cette valeur de 10%, nous avons les éléments fins. Or, ces éléments fins, cette valeur a été fixée conventionnellement en considérant que les grains fins entraînés par l'eau en mouvement obstruent les pores, réduisant ainsi leur dimension. Donc, si le sédiment contient des grains fins, ces grains fins seront emportés par l'eau et vont boucher les pores. L'eau ne pourra plus couler. Ensuite, nous avons le coefficient d'uniformité de Hazen. C'est un coefficient sans dimension qui attribue une valeur numérique à la pente de la courbe. Il est calculé par le rapport U égale D60 sur D10, c'est-à-dire le diamètre correspondant à 60% des éléments de la roche,
sur le diamètre correspondant à 10% de cela va permettre de déterminer la pente de cette courbe. Ensuite, par convention, si ce rapport est inférieur à 2, la granulométrie est uniforme. C'est le cas donc où on a une répartition presque uniforme de éléments. Si U est supérieur à 2, la granulométrie est dite variée. C'est le cas ici où on a une variation au niveau de la granulométrie. Or, lorsqu'il y a une répartition variée de la granulométrie, cela montre que les particules fines se placent entre les particules plus grosses et empêchent l'écoulement naturel. Alors, surface spécifique. La surface spécifique des milieux poreux ou fissurés est le rapport de la surface totale des grains ou des parois des fissures et l'unité de volume de l'échantillon. Donc, dans ce cas, la surface spécifique est mesurée en mètres carrés par mètre cube. Ensuite, c'est le rapport aussi de cette surface par rapport à la masse. Et dans ce cas, on parle de surface massique. Et l'unité est le mètre carré par kilogramme. Donc, elle rend compte de l'état de la finesse des particules, donc des surfaces développées, ainsi que celle des pores ouverts avec une granulométrie variée. C'est le facteur principal des actions d'interface aux roches et elle croît fortement lorsque le diamètre des grains ou la densité des fissures diminue. Donc, la surface spécifique est le rapport entre la surface réelle d'un échantillon de roche et sa surface apparente. La surface spécifique est une caractéristique importante car il est clair qu'un matériau composé de petites particules a en moyenne une surface spécifique plus grande que celle d'un matériau composé de grosses particules. Alors, vis-à-vis de l'écoulement, les matériaux à surface spécifique grande sont des matériaux où les forces de retention de l'eau sont plus importantes par rapport aux matériaux qui ont une surface spécifique plus petite. Les types d'eau souterraine. Dans les pores, des forces d'attraction moléculaire attirent les molécules d'eau. Ces forces décroissent très rapidement en s'éloignant de la surface des grains vers le centre des pores, de 1 à 2 microns. La force de gravité devient plus importante et les molécules d'eau peuvent être déplacées par la force de gravité. On distingue donc l'eau gravitaire, c'est la fraction de l'eau souterraine soumise à la seule force de gravité, c'est l'eau exploitable, son volume dépend de la granulométrie de l'échantillon. L'eau de retention, c'est la fraction de l'eau qui est maintenue dans le vide, la surface des grains, par des forces supérieures à celles de la gravité. Elle n'est pas mobilisable, on distingue l'eau adsorbée et l'eau pelliculaire dans cette eau de rétention. Quand le sédiment ou bien l'aquifère est saturé, nous avons des eaux de gravité. La force de gravité est plus importante que les forces capillaires ou bien les forces d'absorption. La force de gravité va faire écouler cette eau. Donc cette force de gravité, il se trouve, ici nous avons un diagramme dans lequel nous avons ici l'eau de retention et la distance d'éloignement par rapport au grain. Ici l'eau gravitaire. Donc l'eau gravitaire, c'est l'eau se trouvant à une distance supérieure à 1 micron. Mais quand l'eau se trouve dans cette distance de 1 micron, elle est retenue par des forces d'attraction qui sont beaucoup plus importantes que la gravité. La gravité est la fraction de l'eau souterraine soumise à la seule force de gravité. C'est elle qui circule dans un aquifère et qui alimente l'exutoire. Alors que l'eau de retention, c'est l'eau. Dans cette eau, nous avons deux types d'eau, l'eau d'absorption et l'eau de capillarité. Alors, ces deux types d'eau sont retenus par l'étroitesse des pores. Et dans ce cas, la distance séparant le grain de cette zone d'influence est de 1 à 2 microns. L'eau de retention est l'eau maintenue dans le vide et la surface des grains par les forces supérieures à celles de la gravité. Elle n'est pas mobilisable. Les forces d'attraction moléculaire consécutives de la polarité de la molécule d'eau peuvent atteindre 200 000 fois celle de la gravité. Alors on distingue donc deux types d'eau, l'eau pelliculaire et l'eau adsorbée. Alors l'eau pelliculaire, c'est l'eau retenue par les forces de capillarité. C'est une couche d'environ 1 à 2 microns d'épaisseur sur laquelle sont tapissées les molécules d'eau. Alors que l'eau d'absorption, c'est une eau qui est retenue avec des forces très grandes, de l'ordre de 100 000 fois la gravité. Ce sont des forces d'attraction moléculaire. Au niveau des grains, nous avons des cations qui vont attirer les pôles négatifs des molécules d'eau qui vont venir se plaquer perpendiculairement à la surface du grain, mettant donc leur pôle positif vers l'extérieur, ce qui va attirer d'autres pôles négatifs de la molécule d'eau. Donc, épaisseur d'environ 0,2 microns. L'eau est fortement liée au grain et il y aura des forces d'attraction de l'ordre de 200 000 fois la gravité.
Et l'eau absorbée forme un mince film autour des graines d'une épaisseur de l'ordre du dixième du micron. Sa quantité augmente en fonction inverse de la granulométrie. Donc, dans les sables grossiers, elle est de 2 à 5%, donc il n'y a pas beaucoup d'eau absorbée. Dans les sables fins, il est de 10 à 15%, mais dans les argiles, c'est presque égal à la porosité. 40 à 50%, c'est justement la porosité dans cette argile dans l'argile est de 47%. Il y a une autre eau qu'on appelle l'eau de constitution. Cette eau, elle fait partie de la composition chimique du minéral. C'est l'eau de constitution des minéraux qui sont hydratés. La vidéo prochaine sera consacrée aux eaux dans les roches karstiques, leur morphologie et leurs aquifères. Je vous remercie.